La comtesse de Cagliostro, de Maurice Leblanc. Chapitre 1er. Arsène Lupin a 20 ans. Raoul d'Andrézy jeta sa bicyclette, après en avoir éteint la lanterne, derrière un talus rehaussé de broussailles. À ce moment, 3 heures sonnaient au clocher de Bénouville. Dans l'ombre épaisse de la nuit, il suivit le chemin de campagne qui desservait le domaine de la Haie des Tigues et parvint ainsi au mur de l'enceinte. Il attendit un peu, des chevaux qui piaffent, des roues qui résonnent sur le pavé d'une cour, un bruit de grelots, les 2 battants de la porte ouverts d'un coup, et un break passa. À peine Raoul eut-il le temps d'apercevoir des voix d'hommes et de distinguer le canon d'un fusil. Déjà la voiture gagnait la grande route et filait vers Étretat. « Allons, se dit-il, la chasse aux guillemots est captivante. La roche où on les massacre est lointaine. Je vais enfin savoir ce que signifie cette partie de chasse improvisée et toutes ces allées et venues. » Il longea par la gauche les murs du domaine, les contourna, et après le 2e angle, s'arrêta au 40e pas. Il tenait 2 clés dans sa main. La première ouvrit une petite porte basse, après laquelle il monta un escalier taillé au creux d'un vieux rempart à moitié démoli qui flanquait une des ailes du château. La 2e lui livra une entrée secrète au niveau du 1er étage. Il alluma sa lampe de poche et sans trop de précaution, car il savait que le personnel habitait de l'autre côté et que Clarisse des Tigues, la fille unique du baron, demeurait au second, il suivit un couloir qui le conduisit dans un vaste cabinet de travail. C'était là que quelques semaines auparavant, Raoul avait demandé au baron la main de sa fille, et là qu'il avait été accueilli par une explosion de colère indignée dont il gardait un souvenir désagréable. Une glace lui renvoya sa pâle figure d'adolescent, plus pâle que d'habitude. Cependant, entraîné aux émotions, il restait maître de lui, et froidement, il se mit à l'œuvre. Ce ne fut pas long. Lors de son entretien avec le baron, il avait remarqué que son interlocuteur jetait parfois un coup d'œil sur un grand bureau d'acajou dont le cylindre n'était pas rabattu. Raoul connaissait tous les emplacements où il est possible de pratiquer une cachette et tous les mécanismes que l'on fait jouer en pareil cas. Une minute après, il découvrait dans une fente une lettre écrite sur du papier très fin et roulée comme une cigarette. Aucune signature, aucune adresse. Il étudia cette missive dont le texte lui parut d'abord trop banal pour qu'on la dissimulât avec tant de soin, et il put ainsi, grâce à un travail minutieux, en s'accrochant à certains mots plus significatifs et en supprimant certaines phrases évidemment destinées à remplir les vides, il put ainsi reconstituer ce qui suit. J'ai retrouvé à Rouen les traces de notre ennemi, et j'ai fait insérer dans les journaux de la localité qu'un paysan des environs d'Étretat avait déterré dans sa prairie un vieux chandelier de cuivre à 7 branches. Elle a aussitôt télégraphié au voiturier d'Étretat qu'on lui envoie le 12, à 3 heures de l'après-midi, un coupé en gare de Fécamp. Le matin de ce jour, le voiturier recevra par mes soins une autre dépêche contremandant cet ordre. Ce sera donc votre coupé à vous, qu'elle trouvera en gare de Fécamp et qui l'amènera sous bonne escorte, parmi nous, au moment où nous tiendrons notre assemblée. Nous pourrons alors nous ériger en tribunal et prononcer contre elle un verdict impitoyable. Aux époques où la grandeur du but justifiait les moyens, le châtiment eût été immédiat. Morte la bête, mort le venin. Choisissez la solution qui vous plaira, mais en vous rappelant les termes de notre dernier entretien, et en vous disant bien que la réussite de nos entreprises et que notre existence elle-même dépendent de cette créature infernale. Soyez prudents. Organisez une partie de chasse qui détourne les soupçons. J'arriverai par le Havre, à 4 heures exactement, avec 2 de nos amis. Ne détruisez pas cette lettre, vous me la rendrez. L'excès de précaution est un défaut, pensa Raoul. Si le correspondant du baron ne s'était pas défié, le baron aurait brûlé ses lignes, et j'ignorerais qu'il y a projet d'enlèvement, projet de jugement illégal, et même, Dieu me pardonne, projet d'assassinat. Fichtre. Mon futur beau-père, si dévot qu'il soit, me semble empêtré dans des combinaisons peu catholiques. Ira-t-il jusqu'au meurtre? Tout cela est rudement grave, et pourrait bien me donner barre sur lui. Raoul se frotta les mains. L'affaire lui plaisait, et ne l'étonnait pas outre mesure
quelques détails ayant éveillé son attention depuis plusieurs jours. Il résolut donc de retourner à son auberge, d'y dormir, puis de s'en revenir à temps pour apprendre ce que complotaient le baron et ses invités, et quelle était cette créature infernale dont on souhaitait la suppression. Il réunit tout en ordre, mais au lieu de partir, il s'assit devant un guéridon où se trouvait une photographie de Clarisse, et la mettant bien en face de lui, la contempla avec une tendresse profonde. Clarisse d'Etigues, à peine plus jeune que lui, 18 ans, des lèvres voluptueuses, les yeux pleins de rêve, un frais visage de blonde, rose et délicat, avec des cheveux pâles comme en ont les petites filles qui courent sur les routes du pays de Caux, et un air si doux et tant de charme. Le regard de Raoul se faisait plus dur. Une pensée mauvaise qu'il ne parvenait pas à dominer envahissait le jeune homme. Clarisse était seule, là-haut, dans son appartement isolé, et 2 fois déjà, se servant des clés qu'elle-même lui avait confiées 2 fois déjà, à l'heure du thé, il l'y avait rejointe. Alors, qui le retenait aujourd'hui? Aucun bruit ne pouvait parvenir jusqu'au domestique. Le baron ne devait rentrer qu'au cours de l'après-midi. Pourquoi s'en aller? Raoul n'était pas un Lovelace. Bien des sentiments de probité et de délicatesse s'opposaient en lui au déchaînement d'instinct et d'appétit dont il connaissait la violence excessive. Mais comment résister à une pareille tentation? L'orgueil, le désir, l'amour, le besoin impérieux de conquérir le poussaient à l'action. Sans plus s'attarder à de vains scrupules, il monta vivement les marches de l'escalier. Devant la porte close, il hésita. S'il l'avait franchie déjà, c'était en plein jour, comme un ami respectueux. Quelle signification, au contraire, prenait un pareil acte à cette heure de la nuit? Début de conscience qui dura peu. À petits coups, il frappa tout en chuchotant. « Clarisse, Clarisse, c'est moi !» Au bout d'1 minute, n'entendant rien, il allait frapper de nouveau et plus fort, quand la porte du boudoir fut entrepaillée et la jeune fille apparut, une lampe à la main. Il remarqua sa pâleur et son épouvante, et cela le bouleversa au point qu'il recula, prêt à partir. « Ne m'en veux pas, Clarisse. Je suis venu malgré moi. Tu n'as qu'à dire un mot et je m'en vais. » Clarisse eût entendu ces paroles qu'elle eût été sauvée. Elle aurait aisément dominé un adversaire qui acceptait d'avance la défaite. Mais elle ne pouvait ni entendre voir. Elle voulait s'indigner, et ne faisait que balbutier des reproches indistincts. Elle voulait le chasser, et son bras n'avait pas la force de faire un seul geste. Sa main, qui tremblait, dut poser la lampe. Elle tourna sur elle-même et tomba évanouie. Ils s'aimaient depuis 3 mois, depuis le jour de leur rencontre dans le Midi où Clarisse passait quelque temps chez une amie de pension. Tout de suite, ils se sentirent unis par un lien qui fut pour lui la chose du monde la plus délicieuse, pour elle, le signe d'un esclavage qu'elle chérissait de plus en plus. Dès le début, Raoul lui sembla un être insaisissable, mystérieux, auquel jamais elle ne comprendrait rien. Il la désolait par certains accès de légèreté, d'ironie méchante et d'humeur soucieuse. Mais à côté de cela, quelle séduction, quelle gaieté, quel soubresaut d'enthousiasme et d'exaltation juvénile. Tous ses défauts prenaient l'apparence de qualités excessives, et ses vices avaient un air de vertu qui s'ignorent et qui vont s'épanouir. Dès son retour en Normandie, elle eut la surprise d'apercevoir un matin la fine silhouette du jeune homme, perché sur un mur en face de ses fenêtres. Il avait choisi une auberge, à quelques kilomètres de distance, et ainsi, presque chaque jour, s'en vint sur sa bicyclette la retrouver aux environs de la haie d'Etigues. Orpheline de mère, Clarisse n'était pas heureuse auprès de son père, homme dur, sombre de caractère, dévot à l'excès, entiché de son titre, âpre au gain, et que ses fermiers redoutaient comme un ennemi. Lorsque Raoul, qui n'avait même pas été présenté, eut l'audace de lui demander la main de sa fille, le baron entra dans une telle fureur contre ce prétendant imberbe, sans situation et sans relation, qu'il le cravachait, si le jeune homme ne l'avait regardé d'un petit air de dompteur qui maîtrise une bête féroce. C'est à la suite de cette entrevue,
et pour en effacer le souvenir dans l'esprit de Raoul, que Clarisse commit la faute de lui ouvrir à 2 reprises la porte de son boudoir, imprudence dangereuse, et dont Raoul s'était prévalu avec toute la logique d'un amoureux. Ce matin-là, simulant une indisposition, elle se fit apporter le déjeuner de midi tandis que Raoul se cachait dans une pièce voisine, et après le repas, ils restèrent longtemps serrés l'un contre l'autre devant la fenêtre ouverte, unis par le souvenir de leur baiser et par tout ce qu'il y avait en eux de tendresse et, malgré la faute commise, d'ingénuité. Cependant, Clarisse pleurait. Des heures s'écoulèrent. Un souffle frais qui montait de la mer et flottait sur le plateau leur caressait le visage. En face d'eux, au-delà d'un grand verger clos de murs, et parmi des plaines tout ensoleillées de colzas, une dépression leur permettait de voir, à droite, la ligne blanche des hautes falaises jusqu'à Fécamp, à gauche la baie d'Étretat, la porte d'Aval et la pointe de l'énorme aiguille. Il lui dit doucement « Ne soyez pas triste, ma chère bien-aimée. La vie est si belle à notre âge, et elle le sera plus encore pour nous lorsque nous aurons aboli tous les obstacles. Ne pleurez pas. » Elle essuya ses larmes et tenta de sourire en le regardant. Il était mince comme elle, mais large d'épaules, à la fois élégant et solide d'aspect. Sa figure énergique offrait une bouche malicieuse et des yeux brillants de gaieté. Vêtu d'une culotte courte et d'un veston qui s'ouvrait sur un maillot de laine blanc, il avait un air de souplesse incroyable. « Raoul, Raoul, dit-elle avec détresse, en ce moment même où vous me regardez, vous ne pensez pas à moi. Vous n'y pensez pas, après ce qui vient de se passer entre nous. Est-ce possible? À quoi songez-vous, mon Raoul? » Il dit, en riant, « À votre père. »« À mon père? » ?»« Oui, au baron d'Étigues et à ses invités. Comment des messieurs de leur âge peuvent-ils perdre leur temps à massacrer sur une roche de pauvres oiseaux innocents? C'est leur plaisir. En êtes-vous certaine? Pour moi, je suis assez intrigué. Tenez, nous ne serions pas en l'an de grâce 1894 que je croirais plutôt... Vous n'allez pas vous froisser. Parlez, mon chéri. Eh bien, ils ont l'air de jouer aux conspirateurs. Oui, c'est comme je vous le dis, Clarisse. Marquis de Rolleville, Mathieu de la Vaupalière, comte Oscar de Bento, Roux d'Estier, etc. Tous ces nobles seigneurs du pays de Caux sont en pleine conjuration. Elle fit la moue. Vous dites des bêtises, mon chéri. Mais vous m'écoutez si joliment, répondit Raoul, convaincu qu'elle n'était au courant de rien. Vous avez une façon si drôle d'attendre que je vous dise des choses graves. Des choses d'amour, Raoul. Il lui saisit la tête ardemment. Toute ma vie n'est qu'amour pour toi, ma bien-aimée. Si j'ai d'autres soucis et d'autres ambitions, c'est pour faire ta conquête. Clarisse, suppose ceci. Ton père, conspirateur, est arrêté et condamné à mort, et tout à coup, moi, je le sauve. Après cela, comment ne me donnera-t-il pas la main de sa fille? Il cédera un jour ou l'autre, mon chéri. Jamais. Aucune fortune, aucun appui. Vous avez votre nom, Raoul d'Andrézy? Même pas. Comment cela? D'Andrézy, c'était le nom de ma mère, qu'elle a repris quand elle fut veuve, et sur l'ordre de sa famille que son mariage avait indigné. Pourquoi? Dit Clarisse, quelque peu étourdie par ces aveux inattendus. Pourquoi? Parce que mon père n'était qu'un roturier, pauvre comme Job, un simple professeur. Et professeur de quoi? De gymnastique, d'escrime et de boxe. Alors, comment vous appelez-vous? Oh, d'un nom bien vulgaire, ma pauvre Clarisse. Quel nom? Arsène Lupin. Arsène Lupin? Oui, ce n'est guère reluisant et mieux valait changer, n'est-ce pas? Clarisse semblait atterrée. Qu'il s'appelât d'une façon ou de l'autre, cela ne signifiait rien. Mais la particule, aux yeux du baron, c'était la première qualité d'un gendre. Elle balbutia cependant. « Vous n'auriez pas dû renier votre père. Il n'y a aucune honte à être professeur. »« Aucune honte !» dit-il, en riant de plus belle, d'un rire qui faisait mal à Clarisse. « Et je jure que j'ai rudement profité des leçons de boxe et de gymnastique qu'il m'a données quand j'étais encore au biberon. Mais, n'est-ce pas, ma mère a peut-être eu d'autres raisons de le renier, l'excellent homme, et ceci ne regarde personne.